Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours en format audio-vidéo PowerPoint sur la chasse-galerie et autres récits. Donc dans cette première capsule, quelques rappels de ce qu'on a vu avant la semaine de relâche, un peu pour nous resituer. Puis le contexte socio-historique, ça me permettra de revenir sur ce qu'on devait voir la semaine dernière dans le cours où on allait comparer un peu le mouvement littéraire en Canada de Henri-Raymond Casgrain au journal La Lanterne d'Arthur Buis, donc dans deux idéologies, l'ultramontanisme et le libéralisme. Puis j'aborderai Honoré Beaugrand et son recueil de contes et légendes de façon plus factuelle. Et dans les autres capsules, on va aborder les questions de tradition orale, contes et légendes. Donc c'est parti! Donc, voici une diapositive que vous avez déjà vue dans la première moitié du cours, avant la semaine de relâche, donc qui concerne les trois options au moment où on parle de la naissance de la littérature québécoise ou de l'apparition de la littérature canadienne-française. Donc, première option, les écrits de la Nouvelle-France, on va se construire tout un imaginaire, autant dans les récits de voyage de Jacques Cartier que dans des textes davantage d'imagination comme ceux du baron de La Hontan ou même dans la correspondance d'Élisabeth Bégon. Donc, ce serait cette première option où on pourrait décider que pour nous, pour vous, la littérature québécoise commence avec les écrits de la Nouvelle-France. Deuxième option, l'après-conquête, au moment où on passe d'un régime français à un régime anglais. Donc, avec l'arrivée des Anglais, c'est aussi l'arrivée des premières presses à imprimer, donc des premiers journaux. Et donc, cette proto-littérature qui se met en place dans cette deuxième période, à partir de 1764, prend sa place donc dans les journaux pour remplir des espaces blancs l'hiver, par exemple, ou simplement pour divertir la population ou pour assurer une certaine fidélisation aux journaux avec des romans feuilletons. Et donc, cette période se termine avec l'apparition du premier roman, donc l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils qu'on a étudié avant la relâche. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, donc ce qu'on devait voir la semaine passée, commencer à voir la semaine passée et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la troisième option, l'après-rébellion, la création d'une littérature nationale en réponse à Lord Durham et à son fameux texte. J'y arrive. Donc, voici une autre diapositive que vous avez déjà rencontrée, celle, je pense que c'est au deuxième cours, lorsqu'on a fait un parcours global. Donc, celle qui évoque la troisième option quant à la naissance de la littérature québécoise, donc une littérature nationale sous le signe de la survivance, qui commencerait quelque part en 1840 ou 1839, donc au lendemain du rapport Durham, donc dans lequel il est mentionné que les Canadiens français sont un peuple sans histoire ni littérature. Et donc, l'histoire voudrait que la littérature québécoise soit née en réaction à cette forme de provocation de la part de Durham. Donc, à la fois par François-Xavier Garneau, qui en 1845 fait paraître son Histoire du Canada, un peu une réponse à la partie historique de Durham. Donc, oui, les Canadiens français ont une histoire, de dire Garneau, et voici, je vous le prouve en écrivant l'histoire de ce peuple des origines à nos jours, donc au milieu du 19e siècle. Puis, pour la partie littérature, ce serait James Houston qui, avec son répertoire national, aurait prouvé qu'il y avait aussi une littérature québécoise ou canadienne-française avant le rapport Durham, puisqu'il répertorie dans son recueil des textes qui sont parus notamment dans les journaux ou des lettres qu'il va récupérer ici et là, donc les lettres du Chevalier de Lormier par exemple, et donc qui formerait un corpus de textes qui serait à même de constituer une littérature.
Donc, il y a cette volonté de compiler une littérature qui serait déjà existante pour en former une qui serait, disons, consciente d'elle-même, donc une véritable littérature consciente d'elle-même, plutôt que simplement un ensemble de textes, un corpus. Volonté de montrer qu'il y a une histoire, mais aussi volonté de promouvoir ou d'encourager la production d'une littérature, et c'est ce que vont faire les membres de l'École patriotique de Québec dans les soirées canadiennes et le foyer canadien. Donc, les soirées canadiennes et le foyer canadien, ce sont deux recueils de littérature nationale ou recueils littéraires et historiques fondés au début des années 1860, donc 61 et 63, parce que les membres de ce qu'on appelle l'École patriotique de Québec, Henri Raymond Casgrain, Joseph-Charles Taché, Philippe Aubert de Gaspé père, Octave Crémazie, François-Xavier Garneau, Antoine Gérin-Lajoie, etc. Donc c'est un groupe d'intellectuels de la ville de Québec qui se réunissaient notamment dans l'arrière-boutique des frères Crémazie, qui tenaient librairie à Québec. Et donc, ils vont décider de faire paraître des fascicules mensuels dans lesquels ils vont soit publier des textes déjà existants, donc pour conserver une partie de la littérature nationale, soit eux-mêmes publier des textes nouveaux, donc des textes inédits qu'ils ont écrits ou qu'ils vont demander aux gens. Donc, la mission des soirées canadiennes, puis après, par la suite du foyer canadien, se résume dans cette phrase empruntée à l'auteur Charles Nodier, qui est mise en exergue donc des soirées canadiennes. Hâtons-nous de raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées. Donc, volonté de conserver des histoires ou des textes qui ont déjà été écrits, mais aussi volonté de consigner une tradition orale, et donc des histoires du peuple qui existent, mais qu'il faut mettre par écrit de peur éventuellement de les perdre et qu'ils donc soient oubliés dans le futur. Et donc déjà, vous voyez, on s'en va tranquillement vers la chasse-galerie. Donc, parmi ces textes qui paraissent dans ces deux recueils, il y a le mouvement littéraire en Canada de Henri Raymond Casgrain, texte qu'on devait étudier ensemble la semaine dernière. Donc, je vous en parlerai pas longuement, mais je vous en dis néanmoins un mot parce qu'il est important dans l'histoire littéraire canadienne-française. Donc, Henri Raymond Casgrain, je vous en ai déjà parlé, c'est celui qui avait réécrit, on fait une nouvelle version de l'influence d'un livre sous le titre Le chercheur de trésors. Il est aussi à l'origine de la liste des livres qu'on donne en prix dans les écoles. Donc c'est un critique important, prêtre de son métier, si on peut dire, mais sa véritable vocation est la littérature. Il a vraiment à cœur de promouvoir et d'encourager la littérature canadienne-française. Et donc, dans ce texte, le mouvement littéraire en Canada, qui est en quelque sorte un manifeste de la littérature de son époque, il atteste d'abord de l'existence d'une littérature canadienne-française, littérature incarnée par les membres de l'École patriotique de Québec et à leur tête par Octave Crémazie et François-Xavier Garneau. Donc, dans ce texte-là, il va rendre compte un peu de ce qui se fait dans le milieu littéraire. On va témoigner de la valeur de la littérature de son époque, mais il va plus loin, il va aussi proposer une forme de programme. On dit souvent que c'est un texte programmatique, puisqu'il essaie de dire ce que doit être ou même ce que sera la littérature canadienne-française dans l'avenir. Donc, il y a cette espèce de dimension prophétique-là où il entrevoit la littérature de l'avenir et il projette sur elle un peu sa conception de ce que devrait être la littérature canadienne-française. Donc, je vous en lis un extrait. Oui, nous aurons une littérature indigène ayant son cachet propre, original. On peut même prévoir d'avance quel sera le caractère de cette littérature. Si la littérature est le reflet des mœurs de nation, si elle garde l'empreinte des lieux où elle est produite, la nôtre sera grave, méditative, spiritualiste, religieuse, évangélisatrice comme nos missionnaires, généreuse comme nos martyrs, énergique et persévérante comme nos pionniers d'autrefois. Et en même temps, elle sera
largement découpés comme nos vastes fleuves, nos larges horizons, notre grandiose nature, mystérieuse comme les échos de nos immenses forêts et mystérieuse comme les échos de nos immenses et impénétrables forêts, mélancolique comme nos pâles soirs d'automne, chaste et pure comme le manteau virginal de nos longs hivers. Donc, Casgrain part de deux postulats. La littérature est le reflet des mœurs d'une nation, et les mœurs de la nation canadienne-française sont associées à la spiritualité, au respect de la religion. Et la littérature garde l'empreinte des lieux où elle est produite, donc le vaste continent, les larges horizons, les grands espaces. Et donc, il réfère ici, vous l'aurez peut-être remarqué, à cet imaginaire de la Nouvelle-France, qu'on a évoqué quand il convoque les missionnaires, les martyrs et les pionniers d'autrefois. Ce sont les héros de la Nouvelle-France qui sont arrivés sur le continent, qui ont défriché le territoire. Il évoque aussi l'image des grands espaces, de la terre vierge, du paradis terrestre. Donc, le Canada français et sa littérature comme étant en mission de propager la religion catholique. Et c'est tout à fait ce qui correspond à l'idéologie ultramontaine dont il sera question maintenant. Donc d'abord, regardons les deux idéologies en présence dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc d'abord une dominance de l'ultramontanisme, puis un peu à l'autre extrémité du spectre, un libéralisme de type radical qui est bien sûr moins dominant dans la société de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ultramontanisme? Donc, c'est une doctrine catholique qui est présente donc à cette époque-là, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde catholique, qui repose principalement sur la croyance en l'infaillibilité du pape. Donc l'infaillibilité papale. Le pape, en tant qu'incarnation de Dieu sur terre, en quelque sorte, ne peut pas se tromper. Il est infaillible au dire des ultramontains. Donc, à l'époque, le pape, c'est le pape Pie IX, qui va être là de 1846 à 1878, donc la grande époque de l'ultramontanisme, et aussi un peu par la suite. Et donc, le pape Pie IX est littéralement en guerre contre le républicanisme et les idées libérales, puisque c'est l'époque de ce qu'on appelle les guerres garibaldiennes. Giuseppe Garibaldi, c'est un homme politique militaire italien qui cherche à unifier l'Italie, à en faire une grande république à laquelle il cherche à joindre Rome. Rome est alors un État pontifical, un peu comme le Vatican aujourd'hui, et donc Garibaldi et son armée vont attaquer Rome, vont attaquer l'armée pontificale pour espérer pouvoir conquérir Rome et l'inclure dans la République italienne. On comprend donc que dans ce contexte-là que le combat entre les ultramontains et les libéraux républicains qui existent au Canada est beaucoup plus large et donc s'inscrit aussi dans cette idée de l'infaillibilité du pape. Si le pape dit qu'il faut combattre les républicains et les libéraux, c'est donc ce qui va dominer un peu dans l'Église catholique à travers le monde. D'ailleurs, ça s'incarne au Canada français. Plusieurs Canadiens français iront se battre avec l'armée pontificale, qui est composée de ceux qu'on appelle les zouaves, Z-O-U-A-V-E. Donc, quand on traite quelqu'un de zouave, on le traite de soldat de l'armée du pape. C'est surtout à cause de leur habillement. Vous pourrez aller googler ça et voir un peu comment les zouaves pontificaux étaient habillés de façon très colorée, qui leur donne une drôle d'allure. Donc, il y a des Canadiens français qui vont s'enrôler dans les zouaves pontificaux. Donc, cette volonté de se battre pour l'indépendance de Rome et du pape, alors que d'autres Canadiens français, beaucoup plus rares, donc Arthur Buy nommément, lui va plutôt joindre les forces garibaldiennes. Donc je vous reparle de Buy dans un instant.
Et donc, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, hein, les ultramontains vont jouir d'une force de surveillance, hein, donc que ce soit cette armée ou autre moyen de contrôle, et d'une force de propagande, notamment à travers les journaux, hein, donc cette machine-là est nourrie par les fonds de l'Église et contrôlée par des individus importants, puissants, et ici, en l'occurrence, ce sera surtout, donc, l'idéologie ultramontaine sera surtout incarnée par Monseigneur Bourget à Montréal et Monseigneur Laflèche à Trois-Rivières. Donc, sur le plan des idées, comment elle s'incarne, cette idéologie ultramontaine, au Canada, principalement par une vision providentialiste de la société canadienne-française. Hein. C'est-à-dire que pour le clergé ultramontain, la conquête anglaise, en fait, est un bienfait. Hein. Ce serait, dans les faits, le fait d'une providence divine. Hein. C'est la volonté de Dieu que le Canada ait été conquis par les Anglais. Pourquoi? Parce qu'elle permet, cette conquête anglaise, aux Canadiens français d'échapper à la Révolution française, qui va avoir lieu en 1789. Et donc, révolution qui va faire de la France une république laïque. Donc, républicanisme, laïcité, donc le clergé est heureux, en fait, que les Canadiens français aient échappé à ça et qu'ils ne soient donc plus des sujets de cette France républicaine et laïque. Et par ailleurs, cette conquête serait providentielle également parce qu'elle permet aux Canadiens français de porter le flambeau du catholicisme dans une Amérique protestante et matérialiste. Et donc, la nation serait alors pourvu d'une forme de mission divine. C'est ce que soutiennent les membres du clergé catholique ultramontain au Canada. Donc, cette mission divine-là, ce serait donc de poursuivre la propagation de la religion catholique, un peu comme les missionnaires auxquels référait Casgrain dans son texte. Et donc, ça explique ou ça justifie, dans cette perspective-là, la supériorité de l'Église sur l'État. Donc, l'Église a une dominance ou une primauté dans les domaines moral et social, notamment donc dans l'éducation ou dans les services sociaux, les services aux pauvres, aux malades, aux indigents, mais c'est aussi l'Église qui va régir la vie communautaire, les loisirs notamment. Donc, supériorité de l'Église sur l'État, mais je dirais aussi connivence entre l'Église et l'État, puisque l'Église va parfois se mêler de politique. Le clergé va se mêler de politique, va généralement faire campagne pour les Bleus, les conservateurs, donc qui s'opposent aux Rouges, on le verra, qui est le Parti libéral. Et par exemple, les curés vont dire en chaire au moment des élections que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. C'est une façon un peu détournée pour dire aux gens il faut voter bleu, il faut voter conservateur et non surtout pas voter rouge, voter libéral. Et donc, dans cette perspective-là, où il y aura le contrôle de l'Église dans les domaines de l'éducation, des services sociaux, mais aussi de la culture, donc l'Église le clergé ultramontain va prôner une littérature morale à visée édifiante. Donc, c'est un peu ce qu'incarnait Henri Raymond Casgrain et ce qu'il souhaitait dans son texte, le mouvement littéraire en Canada. Et ils vont donc, le clergé va aussi rabrouer toute institution qui cherche à véhiculer des idées libérales, comme on va le voir avec l'Institut canadien de Montréal. Donc, en contrepartie de cette idéologie ultramontaine, existent aussi donc des institutions et des individus qui vont prôner plutôt un libéralisme radical. Principalement, ce libéralisme radical est le fait du Parti rouge, donc le parti politique qui était anciennement le Parti patriote, qui après les rébellions et l'exil de Papineau aux États-Unis pendant un certain temps, va renaître toujours sous la gouverne de Louis-Joseph Papineau, sous le nom de Parti rouge. Donc, je parlais des bleus tout à l'heure, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Donc, on est ici en enfer avec le Parti rouge de Louis-Joseph Papineau, donc qui incarne, donc qui
promeut l'idéologie, une idéologie libérale radicale, tout comme le fait aussi l'Institut canadien de Montréal, qui est très proche du Parti rouge. Donc, qu'est-ce que c'est que cet Institut canadien de Montréal, auquel appartenait notamment Honoré Beaugrand, donc dont on va reparler. C'est donc une association littéraire et technique fondée en 1844 qui regroupe des gens de différents âges, de différentes classes, de différentes professions. Donc, c'est un groupe qui est très inclusif. Donc, se réunissent là des gens qui ont plutôt une idéologie, bien sûr, libérale. L'Institut va d'ailleurs accueillir des anglophones et des protestants, même si au départ, il est fondé pour, et là je cite la description de BANQ, pour fournir à la jeunesse montréalaise francophone des outils de développement personnel et professionnel dans un contexte politique, économique et social qui défavorise les Canadiens français par rapport à leurs compatriotes anglophones. Donc, fournir à la jeunesse montréalaise francophone des outils de développement personnel et professionnel. Donc, le but premier, c'est donner accès au savoir et encourager l'instruction mutuelle et publique. Donc, l'Institut va comprendre notamment une bibliothèque, une salle de lecture pour des journaux, va organiser des conférences et des débats. Et ce qui est particulier, c'est que autant les thèmes des conférences, des débats, que les livres ou les journaux auxquels l'Institut est abonné ne vont pas uniquement dans une direction qui serait une idéologie morale ou quelque chose comme ça. Il y a ouverture à toutes les mentalités, à toutes les idéologies. Donc, il y a des journaux catholiques, mais il y a aussi des journaux français et américains qui prônent une idéologie plus républicaine. Parmi les livres contenus dans la bibliothèque que les gens peuvent emprunter, il y a des livres qui sont jugés à l'index par le clergé, notamment les livres de Voltaire, de Diderot, certains livres de Hugo et de Lamartine qui sont à l'index à cette époque. Et donc, l'Institut, on va le voir, on va s'attirer à cause de ça les foudres du clergé. Donc, on parle du Parti rouge, de l'Institut canadien de Montréal ou, plus généralement, d'autres groupes qui prôneraient un libéralisme radical. Quelles sont les idées défendues par ces groupes? Donc, le républicanisme inspiré de la France et des États-Unis. Donc, on le voyait. Les ultramontains cherchent à détacher les Canadiens français de la France actuelle ou contemporaine, de la France d'après la Révolution, pour plutôt les rattacher à une idée de l'héritage français. Ici, c'est tout le contraire. Les libéraux souhaitent renouer avec la France laïque et républicaine. Donc, c'est cette France-là de cette France-là qu'ils se réclament pour éviter notamment l'anglicisation à Montréal. Ils vont aussi adhérer au républicanisme américain, voire certains vont vouloir que le Québec ou que le Bas-Canada s'associe, ou que le Canada uni à cette époque-là s'associe aux États-Unis. Donc, républicanisme, donc républicain qui vient de res publica, la responsabilité au peuple, donc une véritable démocratie responsable. C'est ce que réclament les Rouges ou les membres de l'Institut canadien de Montréal. Autre idée défendue qui, bien sûr, va pas dans le sens du clergé, la séparation de l'Église et de l'État, donc contre cette supériorité de l'Église dans les sphères sociales, mais aussi politiques, et une éducation primaire obligatoire dans des écoles subventionnées par le gouvernement et dépouillées de tout enseignement sectaire, au sens où il peut y avoir un enseignement religieux, mais autant protestant que catholique, il n'y a pas des écoles laïques. Donc, bien sûr, ça ne fera pas l'affaire du clergé. Cette idéologie libérale radicale, elle est véhiculée par des journaux comme Le Pays, qui est en fait le journal officiel du Parti rouge. Donc, je vous l'expliquais, chaque parti politique a son journal. Donc, ici, Le Pays est le véhicule de ces idées-là. Et par La Lanterne, donc journal beaucoup plus éphémère que Le Pays, donc qui va durer 1 an et qui est dirigé par Arthur Buis, donc dont je voulais vous parler de cours la semaine
passé qui a dû être annulé. Donc Arthur Buis, anticlérical farouche, défenseur de la langue française, qui va être chroniqueur dans différents journaux et qui va fonder aussi des journaux comme sa lanterne. Hein. Donc c'est un pamphlétaire. Dans la lanterne, il va prendre des idées, donc il va défendre des idées radical avec tout un ton. Hein, on peut le voir déjà dans la citation que j'ai tirée ici et que je vais vous lire un peu plus longuement. Vos jongleries religieuses, votre pieux charlatanisme, sablonneux édifice d'imposture, n'aveugle plus que les vieilles femmes. Le peuple longtemps pâture redevient homme, le bandeau tombe ou ne couvre plus que des yeux depuis longtemps affaiblis. Il ne fallait plus qu'un drapeau, eh bien je le prends en main. Pleuvez sur moi, malédiction, calomnie, infamie, injure. Je souris voluptueusement à l'outrage et je vous nargue troupeau. Donc, c'est le pamphlétaire qui prend en charge la vérité pour la défendre envers et contre tous. C'est un peu la posture qu'assume Arthur Buis dans ce journal qu'il va tenir pendant un an, et dont la vignette, l'illustration sur le dessus montre bien aussi son positionnement politique. C'est une lanterne guerrière, donc on est tout à fait dans la métaphore de la lumière qui nous vient des philosophes du 18e siècle. Donc ce siècle des Lumières, donc éclairer les esprits. Donc lanterne qui écrase l'hydre, donc je sais pas si vous le voyez bien, mais cette espèce de monstre à plusieurs têtes qui est souvent le symbole du mensonge ou de l'hypocrisie, et qui tient à la main un livre comme bouclier d'une part et une plume comme épée de l'autre. Ce sont les armes de résistance à l'ignorance, et qui fait fuir donc par sa lumière derrière des personnages, dont un qui porte une mitre, donc c'est le chapeau de l'évêque, donc qui fait fuir notamment le clergé, ou qui s'oppose au clergé, comme qui oppose sa lumière à l'obscurantisme du clergé catholique de l'époque. Et donc bien sûr, qu'on parle de la lanterne de Buis, du Pays ou de l'Institut canadien de Montréal, ces institutions-là vont s'attirer des démêlés avec le clergé. Buis va se faire, la lanterne va se faire condamner en chaire par les curés. Le clergé va menacer, non pas Buis directement, mais va être un peu plus sournois, va menacer par exemple les petits gazetiers qu'on a croisés cette session. Donc, les gens qui vendent le journal, donc ils vont leur dire « tu vends ça, tu vas aller en enfer ». Donc, les pauvres petits garçons voudront plus vendre la lanterne. On va menacer les imprimeurs aussi ou les kiosques où la lanterne va être vendue. Donc, lui va être un peu persécuté de partout par le clergé et va donc éventuellement devoir cesser la parution de son journal. Monseigneur Bourget, donc incarnation de l'idéologie ultramontaine, va de son côté vouloir véritablement contrôler le contenu de la bibliothèque de l'Institut canadien. Donc ces livres qui étaient à l'index, d'abord par des lettres ou des mandements. Donc vous en avez une illustration. Donc, lettre pastorale de Monseigneur Bourget contre l'Institut canadien en 58. Donc, il va, demander au curé de dénoncer en chaire cet institut, puis il va aller jusqu'à refuser l'absolution, voire l'extrême onction aux membres de l'Institut canadien de Montréal. Donc les gens vont mourir en état de péché parce qu'ils n'auront pas pu donc faire absurde leur péché ou avoir le dernier sacrement, l'extrême onction. Et il va même aller plus loin jusqu'à excommunier certains membres de l'Institut canadien de Montréal, ou de faire mettre à l'index par le pape lui-même les annuaires, donc les catalogues qui contenaient les livres qui se trouvaient dans la bibliothèque de l'Institut canadien. Donc, il y a vraiment à cette époque-là un combat entre des idées ultramontaines et des gens qui cherchent à prôner de leur côté, une idéologie plus libérale. Et on verra que en littérature, chez Beaugrand notamment, donc Beaugrand qui faisait partie de l'Institut canadien de Montréal, donc qui est un esprit libéral, on va le voir dans un instant, je vais vous le présenter, mais qui écrit une littérature folklorique, des légendes qui ont d'abord pour but une visée édifiante. Donc on va essayer de voir comment ça se concilie chez Honoré Beaugrand. C'est pour ça que je voulais vous présenter ces deux idéologies avant de passer à la chasse-galerie. Donc, Honoré Beaugrand,
auteur de la chasse-galerie Légende canadienne, donc est né en 1848, je vous le présente brièvement, mort à 58 ans en 1906, donc il étudie au Collège de Joliette, va s'enrôler rapidement dans l'armée française, donc et va combattre pendant la guerre civile au Mexique. Il va s'établir en France, puis aux États-Unis. Donc jusque-là, rien de particulièrement notable. Sinon, le goût, on le sent déjà, le goût pour le voyage, qui va marquer une partie de sa vie. Donc, il s'installe aux États-Unis, à Fall River, au Massachusetts, là où il y a plusieurs Canadiens français qui se sont exilés notamment pour trouver de l'emploi dans les filatures de coton. Donc, à la fin du 19e siècle, il y aura un exode massif vers les États-Unis à cause des espoirs de trouver du travail et des meilleures conditions économiques là-bas. Donc, il y a toute une communauté francophone à Falls River. Et donc, pour eux, Honoré Beaugrand va fonder 2 journaux, d'abord l'Écho du Canada en 1873, puis La République en 1875. Donc les titres nous disent déjà un peu de quoi il en retourne. Donc Beaugrand est un admirateur du modèle républicain, donc il va prolonger cette utopie, ou en fait cette idée de la République qui était au cœur des révoltes des patriotes, puis de l'idéologie du Parti rouge, comme on vient de voir. Donc c'est un libéral radical qui vante notamment le progrès industriel américain, donc ces filatures de coton, cette possibilité d'une prospérité économique aux États-Unis pour les Canadiens français. Donc l'Écho du Canada, c'est aussi l'idée d'être un petit Canada, de donner des nouvelles du Canada à une communauté canadienne-française installée aux États-Unis. C'est aussi là qu'il va trouver l'inspiration à son roman Jeanne la fileuse. Comme on le voit, Jeanne va travailler dans les filatures de coton, donc va être obligée de fuir vers les États-Unis ou de s'exiler vers les États-Unis. Donc son roman paraît d'abord en feuilleton dans son journal La République en 1878. Donc il va le faire republier une fois de retour au Québec un peu plus tard. Donc Honoré Beaugrand revient au Québec en 1879. Va s'installer à Montréal, va collaborer au National, donc le journal qui est le successeur du Pays. Donc le Pays était le journal du Parti rouge, mais au moment de la Confédération canadienne en 1867, donc les Rouges vont devenir le Parti libéral du Canada. Donc le National, c'est le journal rattaché au Parti libéral du Canada, mais qui devra fermer en 1979. Et donc, en 1879, le Parti libéral se retrouve sans journal et Honoré Beaugrand va donc se proposer pour fonder un nouveau journal, qui est La Patrie. Et donc, La Patrie va connaître véritablement un grand succès. Et ça va permettre à Honoré Beaugrand de s'amasser une fortune considérable. Et donc, on ne pense pas qu'on peut devenir riche en fondant un journal, mais dans le cas de Beaugrand, ça aura une importance capitale. Donc, pendant cette période à Montréal, Beaugrand est membre de l'Institut canadien, donc il véhicule une idéologie libérale radicale, une position anticléricale, mais non anticatholique. Donc, Beaugrand est un catholique, donc un croyant, mais critique fortement l'emprise du clergé sur la société, milite pour une instruction laïque, gratuite et obligatoire. Et donc, on sent déjà que ces idées libérales, plus on arrive de la fin du siècle, plus elles vont prendre de l'ampleur, et donc si bien que Beaugrand va être élu maire de Montréal en 1885, donc pour un court mandat néanmoins. Il va devoir quitter son poste de maire, non pas parce qu'il perd des élections, mais plutôt pour des raisons de santé. Donc il souffre d'asthme, vous l'avez vu donc dans la légende ou le conte autobiographique Les Hantises de l'au-delà, donc où il évoque
sa nécessité de voyager vers des cieux plus cléments en raison de son asthme. Et donc, c'est ce qu'il va faire entre 1888 et 1894. Il voyage aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, en France, en Afrique du Nord, Japon, Chine, Asie du Sud-Est, Inde, Égypte, Italie et sûrement que j'en oublie quelques-uns parmi les pays qu'il a visités. Il va continuer à être correspondant pour son journal La Patrie. Donc correspondant et à l'étranger, va faire des récits de voyage, par exemple, pendant cette période. Il va finalement se réinstaller définitivement vers la fin de sa vie à Montréal, où donc il va participer à la branche montréalaise de l'Academy of Folklore, qui est basée à Boston, dans le Massachusetts. Et donc, c'est un institut qui vise à recueillir des récits oraux, donc issus du folklore, à les compiler, à les étudier. Donc, lui va participer à ce regroupement, va faire des conférences aussi, donc sur le folklore canadien-français. Et donc, c'est ce qui va le mener tranquillement à recueillir des contes et légendes, écrire des contes et légendes et publier la chasse-galerie Légendes canadiennes. Donc, nous voici rendus à la chasse-galerie, donc Légendes canadiennes, ou selon votre version, la chasse-galerie et autres récits. Je vous demanderai d'ailleurs de prendre votre recueil. Puisque pour vous présenter le texte, je vais aller voir la note sur la présente édition, donc qui ouvre le recueil. Donc, où François Ricard, si je ne m'abuse, c'est bien lui qui a fait l'appareil. Oui, donc François Ricard présente l'édition et évoque l'édition originale de la chasse-galerie par Beaugrand. Donc, il écrit le texte des 5 récits faisant partie de la chasse-galerie Légendes canadiennes que nous publions ici suit fidèlement celle de l'édition de 1900. Donc en 1900, le titre c'était La chasse-galerie Légendes canadiennes. Financée et préparée par Beaugrand lui-même, cette édition de luxe à tirage limité, donc 200 exemplaires, est magnifique, avec sa reliure pleine peau, son papier fin, ses lettrines rouge vif et ses illustrations signées par des artistes prisés de l'époque, Henri Julien, Henri Sandman, Raoul Barré. Afin d'en donner au moins une idée, nous reproduisons ces images ici en les insérant dans le texte à peu près là où elles se trouvent dans l'édition de 1900. Donc, l'édition de 1900, c'est un projet de Beaugrand un peu à la fin de sa vie, ou pour se faire plaisir au moment de sa vieillesse, alors qu'il travaille à l'Academy of Folklore, où il va recueillir des récits issus de la tradition orale pour la plupart et va les réunir dans ce recueil de 5 récits, 5 contes et légendes. Donc, édition privée de 200 exemplaires que Beaugrand va distribuer à ses amis principalement, donc qui ne seront pas mis sur le marché. Ce que dit pas la préface de Ricard, c'est qu'il existait 3 versions en fait de cette chasse-galerie, une version en français, une version en anglais et une version bilingue. Donc Beaugrand étant bilingue, ayant des amis anglophones, va produire son recueil dans les 2 langues. Donc, orné de vignettes et de gravures d'illustrateurs connus à l'époque, dont la fameuse chasse-galerie d'Henri Julien, qui est une image qu'on connaît beaucoup, mais qui a été réalisée par un illustrateur important de la période, Henri Julien, pour le recueil de Beaugrand. Et c'est aujourd'hui une édition donc, qui fait partie du patrimoine québécois. Vous le voyez, les illustrations dans le PowerPoint sont tirées du répertoire du patrimoine culturel du Québec, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications. Donc, comprend 5 légendes qui sont parues, donc 5 contes et légendes qui sont parus antérieurement dans La Patrie, donc le journal de Beaugrand, entre 1891 et 1892. La chasse-galerie elle-même, entre 91 et 1900, va être publiée aussi dans plusieurs journaux pendant cette période. Et donc, l'édition que vous aviez à lire s'intitule La chasse-galerie et autres récits parce que, comme le précise François Ricard, 3
3 autres récits vont être publiés à la suite du recueil de la Chasse-Galerie. Donc, Le fantôme de l'Avare, qui est tiré du roman Jeanne la Fileuse, Une légende du Nord-Pacifique, qui a été publié dans La Patrie en 1893, et Les Hantises de l'au-delà, qui paraissent plus tard en 1902, donc qui est plutôt un récit autobiographique. Et donc, on voit le fantôme de l'Avare qui fait partie, donc qui est un chapitre de Jeanne la Fileuse. C'est un procédé qu'on avait déjà remarqué avec L'étranger, ou la légende de Rose la Tulipe, qui s'intégrait dans l'influence d'un livre. Donc, on va étudier ensemble dans les prochaines capsules la tradition orale et comment elle s'incarne dans ce recueil particulier de Honoré Beaugrand.